webinaire sur le thème de court-circuit sur la distribution alimentaire. Donc, il est organisé par l'association Cantine Responsable, dont l'illustre représentant François est avec nous, qui va se présenter, et par toute l'équipe de l'autre cuisine, donc le magazine, dont je suis le directeur de la publication. Nous sommes en direct pendant 1 heure. N'hésitez pas à poser des questions, comme disait Laurence, dans la petite fenêtre, à nous communiquer des initiatives exemplaires sur le territoire, voire des demandes dans la petite fenêtre, donc je disais sur la droite. Si nous n'arrivons pas à répondre au cours de ce webinaire, nos intervenants et nous-mêmes vous répondrons par courriel. La vidéo de cette émission sera disponible dans quelques jours sur les réseaux. Donc avec nous, nous avons Pascal Ebel, donc du Crédoc, directrice du pôle consommation et entreprise. Nous avons Éric Moreau, qui est directeur régional Île-de-France Terre Azur, et Xavier Hollande, qui est professeur de stratégie et de gouvernement des entreprises. On les présentera au fur et à mesure de ce webinaire. En matière d'un peu d'introduction, on voulait dire que depuis un peu plus d'1 mois maintenant, depuis la fermeture des écoles et des restaurants, la distribution alimentaire a été bouleversée et a dû se réorganiser. Elle a dû faire face à des refus de livraison dès le vendredi 13 mars. Amplifié depuis, stopper les commandes, ne plus acheter les productions agricoles qui, hier encore, leur étaient dédiées par contrat, et aujourd'hui, prévoir dans l'urgence l'après 11 mai. Du côté des consommateurs, du fait des restrictions de circulation, une grande majorité de personnes se tournent désormais vers les commerces locaux, environnants, et autant que possible vers l'achat de produits locaux, au moins nationaux, en particulier si les prix n'ont pas explosé. Jeudi dernier, lors de notre premier webinaire, Bruno Parmentier soulignait: quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec, et il faut savoir le monde que l'on veut. François Beauvais, je prends la suite et nous demanderons à nos invités d'aujourd'hui si cette situation peut initier un changement majeur dans les habitudes de consommation, d'approvisionnement en denrées alimentaires, comment les distributeurs traversent aujourd'hui cette baisse de commercialisation en mettant ou non en place de nouveaux circuits, comment envisagent-ils la reprise au moins dans le secteur scolaire et quelles conséquences sur la restauration d'entreprise pour leurs parents. Pour répondre à ces questions et pour analyser et mieux comprendre ce qu'il se passe, nous avons réuni les 3 experts que Laurent vient de vous présenter pour nous aider à clarifier la situation actuelle et en faire un examen détaillé. Merci François. Nous allons donc commencer avec Pascal. Pascal Ebel, vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise au Crédoc. Vous êtes ingénieur agronome et docteur en mathématiques appliquées. Vous avez commencé votre carrière à l'INRA, puis vous avez été consultante senior modèle et analyse chez AC Nielsen. Vous avez ensuite dirigé le pôle marketing et consommation au BIPE jusqu'en 2004. Vous êtes l'auteur de Comportement et consommation alimentaire en France, publié chez TechDoc en 2012. La révolte des moutons, le consommateur prend le pouvoir, c'est chez Autrement en 2013. Spécialiste de l'analyse de la société de consommation et de son anticipation, vous développez actuellement un outil de lecture des évolutions des modes de vie basé sur le marketing générationnel qui est éprouvé dans de nombreux secteurs, automobile, grande consommation, etc. Vous intervenez dans de nombreuses assemblées générales, comités de direction, pour présenter l'ensemble des savoir-faire du Crédoc. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cette crise du Covid-19 ? Ok. Donc, bonjour à tous. Je voulais en effet vous présenter des éléments qu'on a. Donc, je présente juste un petit peu quand même nos travaux au Crédoc. Au Crédoc, on mène des enquêtes depuis une trentaine d'années sur la façon de manger. Et donc, cette crise nous interpelle en effet, puisqu'il y a 2 éléments fondamentaux dans cette crise. Le premier, c'est évidemment les inquiétudes sur une maladie qu'on ne connaît pas. Et la deuxième chose, et je pense qu'il faut quand même en parler, c'est qu'il va y avoir un impact économique phénoménal que peu de gens anticipent et que c'est plutôt ça qui va quand même marquer notre façon de changer les choses. Donc, le premier point, c'était d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça pose comme question, en fait, à la fois le confinement pour une partie de la population,
Donc, je voulais juste vous resituer un petit peu la situation réelle quand même des consommateurs aujourd'hui. Sur une enquête qui a été faite fin mars, il y a quand même une grande partie des individus qui travaillent pas en fait. Hein. Si je prends les 18-75 ans, il y en a 42% qui sont en arrêt, qui sont inactifs parce qu'ils l'étaient déjà ou bien mis complètement au chômage. On n'en a que 16% qui sont en télétravail, 25% qui sont un peu actifs et qui ont quand même un emploi et qui continueront à avoir un emploi, et 18% qui sont ceux qui sont qui sont en train de nous nourrir ou de nous soigner. Donc là, la question de comment les Français se segmentent est très importante, parce que je pense que pour répondre à ces questions de est-ce qu'on va changer de modèle, il faut quand même essayer de tenir en compte de toute la diversité des profils. Donc, il y a une enquête qui a été faite qui est assez sérieuse, qui est une des premières qui a été faite pendant le confinement, donc qui a été faite par une chercheuse qui est suisse, d'origine suisse. Elle a fait une enquête qui comprend et des Suisses et des Français. Mais comme la population française est plus importante, on peut considérer que ça représente bien la France quand même. Et elle a fait 4 types de consommateurs. Aujourd'hui, on a ceux qui font partie de ceux qui sont inactifs, qui sont des personnes fragiles. Donc, il y en a quand même 34% qui sortent très peu et qui ne sont pas rentrés dans un modèle où ils vont être actifs, où ils vont aider des personnes plus fragiles. Il y en a 46%, et c'est quand même énorme, qui, eux, sont soit en télétravail, soit sont actifs ou chômeurs à temps partiel, et qui vont par contre s'impliquer et qui vont continuer à sortir pas mal de leur domicile et qui vont considérer que le confinement est perçu comme un moment privilégié. Il y a ceux qui sont sur le terrain, et alors pour eux c'est très très compliqué parce qu'ils travaillent beaucoup. Et enfin, il y a ceux qui sont partis en dehors de leur zone habituelle pour traverser cette partie. Et donc en France, il y en a quand même pas mal qui ont choisi de partir ailleurs, surtout des Parisiens, pour avoir plus d'espace. Alors, sur la façon de consommer, de faire ses achats surtout, on a vraiment il faut prendre en compte ce confinement qui finalement est une contrainte en termes d'offres. On n'a pas le choix. On sort simplement parce qu'on en a besoin et on utilise pour faire ses sorties ce prétexte des courses alimentaires. 80% des sorties se font pour aller faire des courses. Dans les répondants de cette enquête, on en a 42% qui ont changé leur façon de faire des achats et qui, quand ils vont sortir, ils vont le faire pour des raisons qui sont évidemment pas tout à fait les mêmes qu'auparavant. Notamment, ils vont sortir pour acheter plus de produits frais. Donc ça, c'est un point important. C'est qu'en effet, les 20% de repas qu'on prenait hors domicile, eh bien, aujourd'hui, ils se font à domicile. Et ce qui va poser des questions, même en termes notamment d'insécurité alimentaire pour une partie de la population, il ne faut pas les oublier, qui sont obligés de payer ces repas qui avant étaient très peu chers pour eux, et donc qui ont un poids budgétaire très fort sur l'alimentation. Et on va faire sans doute pour certains un peu plus d'achat de produits frais qu'habituellement, et notamment faire un peu plus de cuisine. Une enquête donne 33% de consommateurs qui déclarent faire plus de cuisine que d'habitude. Il y en a 20% qui sortent quand il n'y a plus rien à manger, et d'autres qui ne font jamais les courses, et d'autres qui le font quand la moitié du stock a diminué. Dans les stratégies, on va surtout faire en grande partie, on va acheter beaucoup plus en quantité. D'autres, il y a un tiers qui fait comme avant. Et il y en a quand même une grosse partie qui fait beaucoup moins les courses et qui achète beaucoup. Et on a eu cet effet-là au début qui s'est un peu atténué de stockage. En termes de lieu d'achat, aujourd'hui, en effet, il y a vraiment une contrainte qui est énorme. Donc, il y a 75% des marchés forains qui sont fermés. On a comme lieu d'approvisionnement principal pour les 2/3 les supermarchés. Donc, ce n'est pas les grands hyper, c'est plutôt les supermarchés, mais aussi les petits commerçants. Ça, les petits commerçants le disent. C'est qu'au début, tout le monde a été dans les grands hyper faire du stockage, mais qu'aujourd'hui, ils reviennent. Donc, il y a certains petits commerçants, les bouchers notamment, qui disent revenir une clientèle. Les petites épiceries. Et puis, évidemment, ce qui explose, c'est le drive de la livraison à domicile qui est énorme, qui va faire partie de ceux qui vont profiter de cette crise et sans doute pour après, parce qu'en effet, c'est
cette crise est un accélérateur de tendance. Et puis, en termes de critères de choix, eh bien, on n'a pas vraiment le choix. On va vers le plus proche. Et c'est pour ça qu'en effet, on voit des clientèles qui bougent beaucoup et qui vont, au démarrage, en tous les cas, ont respecté les consignes et se déplacent très peu et vont choisir celui qui va être le plus proche. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe pendant le confinement. Donc la question qui est posée, c'est qu'on a changé de façon de consommer. Alors, je peux vous donner d'autres éléments. On mange plus plaisir, on fait un peu plus la cuisine pour une partie, mais on fait aussi, on s'est mis à acheter beaucoup de produits tout prêts, notamment les pizzas continuent d'augmenter, les conserves, etc. Donc, des produits qui avaient un peu diminué. Mais ce qui est important, c'est que finalement, on se recentre sur ce sujet alimentaire et on enlève d'autres sujets. Et donc, sans doute qu'on va, on le sait, quand il y a un incident dans la vie, c'est comme ça qu'on change de comportement. C'est ce qu'on a pu étudier sur les changements dans le développement durable. Quand est-ce qu'on se met à changer de comportement par rapport à ce qu'on faisait avant? Quand il se passe quelque chose dans sa vie. Donc là, le confinement est un moment dans la vie qui a compté 2 mois et qui va forcément avoir des impacts sur après. Donc le premier impact, c'est évidemment le online. C'est-à-dire que ça, forcément, des gens, il n'y a que 62% des Français qui font des courses sur Internet. Eh bien, on est certain qu'avec la crise, il y en a certains qui, parmi les plus âgés notamment, qui ne le faisaient pas et qui vont sans doute continuer à le faire. Donc, on aura forcément plus d'achats alimentaires et ça va continuer en Internet. Le deuxième point, c'est cette question qui nous réunit aujourd'hui, c'est ces circuits courts et essayer de voir en effet ce qui s'est passé avant et pour voir si l'on va avoir un accélérateur sur ça. Donc, il y a dans les enquêtes, on a observé, donc avant cette crise, une montée phénoménale de la préoccupation environnementale. Donc ça, c'est des questions qu'on pose depuis 1970 sur quelles sont les préoccupations, la pauvreté, le chômage, les maladies graves et la dégradation de l'environnement. Et on voit depuis 2 ans, ça explose. Donc la préoccupation environnementale est concentrée chez les très jeunes, les 18-24 ans, et chez les très diplômés. Donc cette question de est-ce qu'on va se préoccuper dans le nouveau monde de ce sujet et on va le mettre en application, eh bien, en effet, on observait, et donc c'est là qu'on voit qu'il y a 2 effets de cette crise. Il y a l'effet, cette crise qui nous reconcentre sur ce qui n'est pas du superflu, de se recentrer sur des choses vitales. Et deuxième chose, c'est qu'on va avoir une crise économique phénoménale. Et là, ça va évidemment impliquer à changer sa façon d'acheter. Je voulais vous montrer ce graphique sur le choix. Quand est-ce qu'on se met à acheter des produits français ou acheter des produits locaux? Eh bien, c'est à chaque fois qu'il y a une crise économique. Donc là, la crise économique qu'on va vivre, on est bien d'accord, ça n'a jamais été vécu. C'est 2008, on n'avait jamais vécu non plus une crise aussi forte depuis la guerre. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une baisse de pouvoir d'achat, on va vers du local. Pourquoi? Ça, la première façon de le faire, c'est avant tout parce qu'on privilégie l'économie française, l'emploi en France, c'est du protectionnisme. Donc, on l'a vu en 95, on l'a vu en 2008. Mais ce qui fait que ça se renchérit cette fois-ci, et c'est lié à la préoccupation environnementale. C'est que la crise précédente était celle de 2008, elle a été phénoménale, mais à la reprise économique c'est 2014, ça continue de croître parce que le critère, le levier pour le local, c'est la préoccupation environnementale après le protectionnisme où on veut défendre ses agriculteurs, ses éleveurs. Donc ça, c'est très important parce qu'en effet, pourquoi ce sujet du local va rester fort? C'est bien parce que on a ici la préoccupation environnementale qui va rester forte parce qu'en effet, je pense qu'une grande partie de la population a compris que c'est que le début, que le coronavirus est bien une conséquence du changement climatique et qu'on va avoir un enchaînement de crises de ce type et donc il faut bien agir. Et qu'en même temps, on a cette question de pouvoir d'achat qui diminue, de question du global de la mondialisation qui a été, on a bien démontré que de s'approvisionner avec des produits qui viennent de Chine, ça pose des problèmes.
Donc, on va avoir ce critère-là en plus. Si je reviens sur cette question donc, du circuit court. Donc, le circuit court, parce qu'on voulait du local, a en effet augmenté dans les chiffres qu'on a, nous, dans nos enquêtes. 24% des consommateurs l'ont fait au moins une fois par mois et ça a beaucoup augmenté en une dizaine d'années. Simplement, il faut noter que les circuits courts, quand je regarde le profil de ceux qui le font, c'est avant tout des gens très riches. C'est avant tout un critère revenu qui fait qu'on va faire de la vente directe, qu'on va faire de la cueillette, etc. C'est des gens riches qui vivent dans des zones plutôt rurales où il y a un accès à l'agriculture locale où on peut aller chercher soi-même. Donc ça, c'est un facteur qui évidemment pose question quand le pouvoir d'achat va diminuer et tout le monde n'a pas les moyens en fait c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de temps, de contrainte de temps de pouvoir s'approvisionner de cette façon-là. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a deux facteurs qui vont militer pour qu'on aille vers ça. C'est à la fois l'économie difficile plus la sensibilité à l'écologie qui sans doute ne diminuera pas, sauf si, en effet, la crise économique est très très forte et pose la question finalement de l'économique et notamment de pouvoir vivre et de pouvoir s'alimenter, ce qui n'est peut-être pas ce scénario-là qu'on rêve. Donc en termes de volume, il faut quand même faire attention, et donc là je vais passer la parole aux intervenants suivants, puisque évidemment, toutes les régions de France ne peuvent pas produire de quoi alimenter de façon équilibrer la population locale. Je pense au nord de la France. Donc, quand on regarde la consommation de fruits et légumes, s'il y a bien une zone où on en consomme très très peu, c'est dans le nord de la France, puisqu'il n'y a pas de production. Donc, c'est très important de tenir compte de toute la diversité du territoire. Et puis, évidemment, on va en parler, il y a évidemment, et on le voit bien, c'est très très compliqué de réadapter la logistique au niveau local et de changer complètement l'agriculture française dans le bassin parisien. Toutes les productions céréalières, les transformer en culture maraîchère, ça va être compliqué puisque c'est en effet sur ces produits fruits et légumes qu'on importe beaucoup et qu'il faudrait changer les choses. Voilà, je vous remercie. Voilà. Merci Pascal. On passe la parole à François et Eric. Je peux avoir accès à mon fil. Voilà. Alors Eric Moreau, vous êtes directeur régional Île-de-France chez TerAsur du groupe Pomona, spécialisé dans la production de fruits et légumes et de produits de la mer frais à destination de la restauration hors domicile. Vous êtes diplômé d'une école d'ingénieur en industrie agroalimentaire et titulaire d'un MBA. Plusieurs expériences, notamment à l'étranger. Vous intégrez TerAsur en 1997 comme chef de produit à la direction des achats. Après un parcours à différents postes opérationnels et fonctionnels, on vous a confié la direction de la région Île-de-France en 2018. Et depuis 2019, les équipes de TerAsur se sont installées dans un nouvel entrepôt, pensé et conçu spécialement pour répondre en Île-de-France aux besoins de la restauration collective, quel que soit son mode de gestion. Comment avez-vous vécu l'arrêt de la restauration scolaire annoncé le 16 mai par Emmanuel Macron et quelles dispositions avez-vous prises pour rester sinon en contrat, au moins en contact avec les exploitants agricoles qui sont vos fournisseurs habituels et comment vous préparez-vous pour le 11 mai prochain, reprise partielle annoncée de la préparation des repas dans les cantines? Bonjour à tous, merci François. Alors il y a trois questions auxquelles je vais essayer de répondre. Tout d'abord, je pense que les questions que vous soulevez se posent à tous les distributeurs qui interviennent en restauration collective, quelles que soient les gammes de produits. Donc c'est toute la profession du commerce de gros qui intervient dans cette restauration collective ou commerciale qui a été touchée de plein fouet par cette crise. Alors, si on refait un petit peu le film, jeudi 12 mars, annonce de la restauration collective, et ensuite, lundi 16 mars, fermeture, annonce du confinement, avec la fermeture de tous les établissements. Donc, évidemment, l'impact pour nos distributeurs a été extrêmement important, puisque dès le vendredi 13 mars, donc l'annonce de la fermeture des établissements scolaires, notre activité en scolaire a été stoppée net. Des commandes qui étaient déjà préparées, qui sont plus ou moins parties, puisqu'on n'avait pas forcément consommé nos clients.
donc avec un refus massif des livraisons et donc un retour des marchandises sur l'entrepôt qui s'est opéré. Évidemment, le lundi, même chose. Et avec l'annonce du confinement, eh bien, c'est cette fois un arrêt complet, enfin quasi complet, de l'activité qui s'est opérée sur le segment scolaire. Donc ça c'était déjà opéré, et également sur le segment entreprise. Donc resté en activité le segment de la santé, hôpitaux, EHPAD, cliniques, et également de la sécurité avec l'armée et les prisons. Alors, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toute la filière de la restauration dans son ensemble qui voit son activité qui a plongé et mise à l'arrêt. Puisque nos clients, de fait, ferment les établissements, que ce soit en restauration commerciale ou en restauration collective. Ensuite, derrière, effectivement, les distributeurs qui opèrent sur ce marché. Et ensuite, derrière, évidemment, par impact, on en parlera après, la production. Alors, je crois que pour tout le monde, de manière générale, le choc a été très brutal, un choc très brutal pour les équipes, qui traversent malgré tout une épreuve extrêmement importante, et je crois que c'est important de le souligner, mais c'est vrai dans toutes les entreprises qui sont de toute façon à l'arrêt, et je crois qu'il faut y penser, puisque c'est avec nos équipes que nous redémarrerons, et donc il faut avoir cette pensée. Et c'est évidemment un choc pour l'ensemble des clients. On voit un certain nombre de reportages sur la restauration commerciale où les patrons se demandent comment ils vont pouvoir reprendre. C'est vrai donc pour nos clients, c'est vrai pour nos fournisseurs et puis nos partenaires. Alors, si on refait un petit peu, si on rentre un peu plus dans le détail, comme tous nos confrères, je crois, le mois de mars, globalement, est un mois d'activité qui est important en restauration. Il n'y avait pas de vacances scolaires, donc les stocks étaient au plus haut pour couvrir les livraisons à la fois du vendredi, du lundi et du mardi. Donc, face à cet arrêt brutal, peut-être un point qui est différent d'autres types de produits, c'est que quand vous êtes en fruits et légumes, en produits de la mer, vous êtes sur des produits hautement périssables. Et que dans ce contexte, c'est une véritable course contre la montre que vous engagez pour essayer de sauver, de limiter la casse au maximum. Donc ça s'est fait comment et on le voit, c'est très important sur les réseaux sociaux et bon nombre d'opérateurs ont réagi dans ce sens. Ça se fait soit en transfert de marchandises. Alors nous avons la chance d'être un réseau, donc nous avons pu transférer de la marchandise sur d'autres sites qui avaient une activité GMS qui, elle, en revanche, était en train de s'emballer. Ça se fait également à travers des dons. Alors des dons massifs, que ce soit sur les banques alimentaires ou tout type d'associations, des dons également aux collaborateurs, des dons aux entreprises voisines. Tout vaut mieux de toute façon que jeter la marchandise. C'est d'autant plus vrai en produits de la mer, et c'est peut-être même encore plus vrai en produits de la mer, parce que là aussi, on a bien un certain nombre de reportages là-dessus, la filière marée s'est arrêtée, elle, quasiment totalement en restauration. Avec des clients qui ont basculé sur des technologies type surgelé par exemple, ce qui fait que là, vous avez tout votre stock et qu'il faut trouver les moyens de pouvoir ne pas jeter cette marchandise. Et moi, depuis le 20 mars, l'activité marée a été fermée. Et nous attendons de voir, dans le cadre de la reprise, comment ça va s'opérer. En parallèle, vous avez d'un côté une crise importante sur des stocks importants, également des équipes sur lesquelles vous devez annoncer que l'activité s'arrête, en tout cas pour eux. Donc, nous avons mis, comme beaucoup d'entreprises, un dispositif d'activité partielle en marche. Et puis, vous avez également la nécessité d'assurer la continuité du service. Puisque vous avez de l'autre côté des clients qui sont, comme cela a été dit, en première ligne, établissements de santé, armée, sécurité. Et donc là, il faut continuer à opérer dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité pour les équipes qui restent actives. Et puis également pour ces établissements, et je pense notamment aux EHPAD, pour lesquels il faut garantir que lors des livraisons, nous ne serons pas source de contamination. Et que nous devons continuer à livrer et que nous avons continué à livrer depuis le 16 mars. Voilà, donc ça a été un petit peu de la première semaine et de la deuxième semaine.
S'agissant de la deuxième question donc, de nos fournisseurs, qui évidemment sont un élément essentiel, partenaire clé de notre écosystème et qui faut déjà repenser à la reprise. Alors, il y a évidemment un effet domino, je l'ai dit tout à l'heure, et la production a été considérablement impactée, en tout cas nos fournisseurs évidemment, puisque notre activité se réduisant de 80 à 90%, vous notez bien qu'il y a un effet domino qui s'opère sur les fournisseurs. Et ça, je crois, d'une manière générale, ça s'est constaté chez l'ensemble de nos confrères. Alors, je pense que pour une part d'entre eux, il y a plusieurs choses, et on va le regarder. Pour une part d'entre eux, la grande distribution a joué un rôle d'amortisseur, hein, puisque vous avez eu un transfert, Pascal le disait tout à l'heure, une consommation en hausse de produits frais. On a tous vu les queues dans les établissements et les ruptures dans les centres de distribution. Et il y a eu une demande extrêmement forte qui a été constatée sur la grande distribution. Moi, j'ai pu moi-même d'ailleurs participer à ça en livrant quelques centrales sur des produits que nous pouvions avoir en stock. Donc il y a eu, premièrement, sans doute ce rôle d'amortisseur significatif. De notre côté, ce que nous avons fait, on va distinguer deux sources d'approvisionnement de manière un peu macro, parce qu'elle en parlait tout à l'heure, les produits d'import, et puis ensuite les produits français ou produits locaux. Sur les produits d'import, vous êtes dans un système de contrat avec une grande majorité des produits qui flottent sur l'eau, en fait. D'accord ? Donc, vous avez des engagements qui sont de moyen à long terme, avec des systèmes de contrat. Et donc, vous avez des cargaisons qui vous appartiennent plus ou moins, qui sont dans des bateaux. D'accord ? Donc, quand vous stoppez, vous ne pouvez pas stopper directement. D'accord ? Donc, il faut trouver des solutions pour gérer ces quantités qui vont arriver. Et ça, c'est sans doute peut-être plus simple dans un lieu qui est en réseau, puisque d'un côté, vous avez des sites comme le mien qui sont spécialisés en restauration collective et d'autres qui interviennent sur différents marchés. Donc, on a pu mutualiser, si je puis dire, les approvisionnements et rerouter les quantités qui nous étaient réservées ou contractualisées vers d'autres sites et donc ainsi répondre aux besoins de la grande distribution qui les sollicitait. Sur la production locale, on a pu opérer le même type de mécanisme, en élargissant même d'ailleurs à d'autres zones que la région Île-de-France, hein, région Est, région Normandie ou région Ouest, donc d'autres succursales de Terrazzo qui ont pu absorber une partie des volumes. Ça, c'est la première chose. Néanmoins, ça n'a pas forcément toujours pu suffire. Alors, on avait la chance en Île-de-France d'être en fin de campagne pour un certain nombre de produits, et maintenant se pose la question en fait, du démarrage de campagne sur d'autres produits. Alors, deuxième point, c'est le contact très étroit avec nos fournisseurs que nous entretenons et que nous avons entretenu tous les jours pour se poser la question de comment on redémarre et comment on va contractualiser ensuite. Sur le dernier point, comment on se prépare à la reprise, je crois que comme tout le monde, on a encore beaucoup de questions qui subsistent. Je crois que nous aurons trois défis à relever. Tout d'abord, un défi humain, puisqu'on va avoir un accroissement, un confinement qui va être progressif. Donc, ça veut dire un accroissement des effectifs également progressif. Et donc, la question qui se pose en premier, c'est comment nous allons assurer les mesures barrières, la distanciation et renforcer ces mesures au fur et à mesure que les effectifs augmentent. Le deuxième défi, ça va être la reconstitution des stocks et quelle lisibilité nous allons pouvoir avoir de la part de nos clients pour redémarrer. Nous n'allons pas faire rentrer à nouveau plusieurs centaines de tonnes de marchandises sans avoir cette lisibilité pour revivre un stop on go. Le troisième défi, c'est les moyens qu'il va falloir mobiliser pour accompagner cette reprise, que ce soit les moyens logistiques. Un gros travail à imaginer sur la construction du plan de transport et de l'adapter au fur et à mesure. À quelle vitesse vont redémarrer nos clients. C'est toute la chaîne, la supply chain en fait, qu'il va falloir faire monter en puissance progressivement, que ce soit de la prise de commande jusqu'à la livraison, et l'adapter en permanence. L'enjeu sera d'avoir de la lisibilité de nos clients qui, pour l'instant, sont encore un petit peu également dans les incertitudes. Merci. Merci Eric. Et désolé pour le problème de son, Eric. Bon, c'était pas si simple que ça. Mais bon, on reviendra, on te reposera d'autres questions.
après l'intervention de Xavier Hollande. Vous qui êtes professeur de stratégie et de gouvernement des entreprises à la Business School France du campus de Clermont-Ferrand depuis 2009. En Non, à 2012, Kedge. À Kedge. D'accord. Et en 2012, vous avez créé avec Bertrand Valiorgue la chaire Alter Gouvernance. Cette chaire de recherche est dédiée à l'étude des formes et de gouvernance, peu ou pas financées comme les coopératives, les mutuelles ou encore les SCOP et les SIC. Vous êtes membre depuis 2002 de l'Institut français de gouvernement des entreprises, IFGE, et dorénavant enseignant-chercheur en stratégie à la Kedge Business School. Nous voudrions évoquer avec vous les conséquences de cette situation actuelle. Pour vous, qu'est-ce que cela peut entraîner sur les réseaux d'approvisionnement, en particulier pour les produits frais, comme on l'a vu avec Eric? Pour vous, est-ce que l'on peut nouer dans l'urgence des nouvelles relations avec le monde agricole en mal de distribution? Dans l'affirmative à cette question, comment les contraintes volumétriques, logistiques, économiques pourraient être levées? Merci pour cette introduction. Oui, alors plusieurs questions qui se posent et plusieurs points ont été abordés par les deux intervenants précédents. Mon propos va porter sur 3 points essentiellement. Le premier point, c'est faire un constat, je dirais, à chaud des tendances qu'on peut observer depuis le début du confinement. Ensuite, le cœur de mon intervention portera effectivement sur ce que vous avez évoqué, Laurent, à savoir les contraintes, les rigidités, notamment en termes logistiques et d'approvisionnement. Et puis, je conclurai mon propos par une sorte de synthèse, alors évidemment temporaire et qui sera pas du tout exhaustive, en essayant d'ouvrir quelques perspectives, notamment pour la suite du débat. Le premier point, je voulais aborder avec vous, effectivement, c'est ce constat à chaud qu'on peut faire. Alors effectivement, on l'a dit, les grandes surfaces restent quasiment l'un des seuls moyens de sortir de chez soi et en même temps de s'approvisionner. On a vu que le gouvernement a hésité notamment sur la question des marchés alimentaires et souhaite réouvrir et certains réouvrent dans certaines conditions. Donc les consommateurs finalement ont été pris entre deux choix, deux options, soit se tourner vers les grandes surfaces comme ils le faisaient précédemment, soit effectivement explorer peut-être de nouvelles dimensions et notamment la question de l'approvisionnement local avec les circuits courts ou la vente directe, notamment alimentaire. Et donc, on a vu des Français, alors autant pour des raisons d'hygiène, de sécurité, se tourner, effectivement, découvrir qu'à côté de chez eux, il y avait des paysans, il y avait la production, il y avait peut-être de la vente de paniers paysans, que ce soit par le biais d'AMAP ou par le biais d'autres dispositifs, ou des dispositifs assez voisins comme les locavores. Et donc, on a vu, et j'en veux pour preuve effectivement le locavore qui se situe à peu près à 800 mètres de chez moi, effectivement une explosion de la demande dans certaines structures, doublée, triplée, quadruplée, quintuplée, ce qui a posé aussi d'autres problématiques, à savoir des consommateurs qui étaient fidèles de ces circuits courts qui se sont trouvés un petit peu maltraités parfois par ces propres circuits courts qui essayaient de répondre à ces nouveaux arrivants et puis à cette nouvelle demande. Et donc, on peut avoir le sentiment effectivement d'une réorientation. Alors, Pascal Ebel l'a évoqué, en temps de crise, on se recentre sur le local et notamment pour des achats divers, y compris alimentaires. Donc, il y a cette tendance au repli sur soi, au repli sur le local. Et donc, je pense qu'il y a une conjonction de tous ces facteurs qui font qu'effectivement, les Français se sont réorientés, alors conjoncturellement, mais la question qui reste à aborder, c'est est-ce que cet effet conjoncturel va durer dans le temps, se sont réorientés conjoncturellement sur certains circuits courts quand ils le pouvaient. Et Pascal l'a aussi évoqué, et aussi Eric d'une certaine façon, c'est notamment possible évidemment quand on est à la campagne et qu'on a accès parce qu'on est dans un environnement rural à ces fameux circuits courts alimentaires. Donc, je crois qu'il y a aussi une autre question qui a été abordée en filigrane, c'est la question de l'arbitrage. Les Français n'ont pas d'arbitrage à faire finalement, puisqu'avant, ils devaient arbitrer entre le logement, les loisirs, etc. Donc, il faut toujours continuer à se loger, il faut toujours continuer à s'alimenter, mais en tout cas, les autres choix sont très limités, puisque finalement, en termes de dépenses, on n'a pas d'autre choix que de se recentrer sur l'essentiel.
Et donc, des effets de substitution ont pu avoir lieu, et notamment le sentiment de devoir acheter à bon prix c'est sans doute un petit peu effacé parce qu'on a moins de dépenses de loisirs. Et donc, les Français ont peut-être se sont desserrés, ont desserré cette contrainte-là, la contrainte du prix qui est quand même présente dans le cadre des circuits courts alimentaires. Ça pose la question si on réfléchit effectivement, est-ce que c'est cette tendance émergente? Alors, les circuits courts alimentaires, alors, suivant les études, les observations, on se situe entre 7% si on a une définition un peu stricte, à 10-15% si on tend vers 20% si on a une définition un peu plus large. Mais ça reste quand même en proportion des circuits minoritaires dans l'alimentation des Français. Et ça pose des questions de l'existence de rigidité, comment on peut répondre à ces défis, à ces enjeux. Le premier enjeu, pour moi qui observe l'agriculture depuis quelques années, c'est celui de la reconfiguration du modèle économique des agriculteurs. Une partie des agriculteurs, effectivement, par le biais de contrats, par le biais de tout un tas de dispositifs, livrent à des transformateurs, et donc changer du jour au lendemain pour se mettre à livrer en circuit court ou à faire la vente directe, quand on ne le fait pas, jusqu'à présent, c'est compliqué, et donc ça suppose un virage à 180 degrés qui n'est pas du tout évident. Ça suppose aussi pour ces agriculteurs d'être équipés éventuellement en produits, en outils de transformation, en outils de conditionnement. Et pour bon nombre d'agriculteurs, ce n'est pas le cas. Et ils ont besoin du reste de la filière agroalimentaire pour le faire. Donc voilà, à court terme, ça paraît compliqué pour nombre d'agriculteurs. Le deuxième défi, on l'a évoqué depuis le début de ce webinaire, il est évidemment logistique. Il me semble que Pascal aussi et Eric l'ont évoqué. Comment on alimente, alors évidemment les grandes villes, la région parisienne, c'est à peu près 12 millions de consommateurs, donc comment des multiples circuits courts locaux pour alimenter les grandes villes, ça reste un défi pour lequel on n'a pas encore de solution là à très court terme. Des défis logistiques aussi locaux, je l'ai évoqué, et effectivement, comment on répond à une augmentation de la demande qui double, qui triple, qui quintuple parfois sur certains circuits courts, et donc ça fait peser une pression très importante parce qu'il ne faut pas oublier que la production agricole, elle n'est pas élastique à court terme. Hein. Une fois qu'on a planifié sa production, effectivement, on ne peut pas répondre nécessairement à une augmentation de la demande qui est très forte à très court terme. Donc ça pose un vrai défi logistique, y compris pour les circuits courts qui existent déjà. Ça pose, on l'a dit, Pascal l'a évoqué également dans le cadre d'une enquête qu'elle a citée, des défis économiques et de pouvoir d'achat. Alors, on le sent peut-être un peu moins, comme je l'ai évoqué, parce qu'on est recentré sur des besoins très primaires et on n'a pas de dépenses de loisirs outre mesure. Donc, effectivement, la contrainte économique, on la ressent un peu moins. Mais il est vrai que dans les circuits courts ou la vente directe, les prix sont quand même supérieurs à ce qu'on peut observer dans les grandes surfaces alimentaires. Donc, à moyen et à long terme, comment est-ce que ces transferts peuvent s'opérer, et comment est-ce que les Français peuvent effectivement consacrer une part un peu plus importante à l'alimentaire qu'ils ne le font jusqu'à présent. Quand on regarde l'évolution de la structure de consommation depuis 20 ou 30 dernières années, on le sait bien, le poste le plus important, ça reste le logement, et ça continue à croître. Et le poids de l'alimentation dans le portefeuille des Français a tendance quand même plutôt à baisser. Donc, comment est-ce qu'on enraye cette tendance-là? Est-ce qu'on peut réaugmenter, sachant qu'il y a une contrainte quand même sur le pouvoir d'achat? Ça, c'est une vraie question. Et puis, le quatrième point que je voulais évoquer en termes de rigidité ou de défis à moyen et à long terme, c'est qu'il faut aussi changer le logiciel des Français qui, depuis des dizaines d'années, par le biais notamment de la grande distribution alimentaire, ont été intoxiqués, quelque part, au fait d'avoir tout et tout le temps et à disposition. Et donc, quand même, qui dit circuit court ou vente directe, dit produit de saison, dit quantité limitée, diversité limitée. Et donc, de ce point de vue-là, pour certains Français, c'est pas évident, effectivement, de ne trouver que des fruits et des légumes de saison. Alors, on le sait bien, la conscience environnementale fait que ces idées progressent, mais il faut aussi changer un petit peu le logiciel de bon nombre de Français qui sont habitués à trouver de tout, par le biais de circuits logistiques qui sont mondiaux et qui nous permettent effectivement d'avoir des fruits et des légumes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Mais quand on est dans les circuits courts, effectivement, il faut s'habituer à manger
des fruits et des légumes de saison, et les légumes d'hiver, effectivement, sont par exemple plus limités. Puis Pascal l'évoquait, dans le nord de la France, on a une diversité de fruits et de légumes qui est très, très limitée par rapport à ce qu'on trouve dans le sud de la France. Donc ça aussi, c'est un vrai enjeu. Je voudrais conclure mon propos par effectivement un point important. L'agriculture française a quand même des atouts, parce qu'en fait, c'est faux de parler de l'agriculture française, il faut parler des agricultures françaises. Il y a une diversité de modèles agricoles en France, il y a une diversité de production agricole. Si on inclut les DOM-TOM, on a quasiment tous les fruits et légumes. Alors, ça ne répond pas effectivement à notre consommation en France, mais on a une diversité de production qui est très intéressante. Et donc, pour l'instant, à mon avis, la mutation, le transfert vers les circuits courts alimentaires va rester minoritaire et doit rester minoritaire parce que les rigidités sont là. Mais à terme, ça peut inaugurer, Pascal l'a évoqué dans son propos introductif, ça peut inaugurer éventuellement en temps de crise, effectivement, une mutation, une accélération des tendances. Et peut-être que ces signes qu'on observe depuis quelques années vont s'amplifier dans le futur. C'est peut-être effectivement une perspective qu'on peut avoir pour les prochaines années. Merci Xavier. Éric, une réaction éventuellement aux propos de Xavier sur justement ces achats locaux. Comment tu vois les choses? Alors, je pense qu'il faut peut-être distinguer la zone, la région Île-de-France, peut-être de ce qu'on peut observer dans d'autres, en province, hein, tout simplement. Parce qu'effectivement, comme Xavier l'a dit tout à l'heure, il y a 12 millions d'habitants en Île-de-France et que la production au nord, en l'occurrence, est plutôt moins riche que ce qu'on peut observer dans le sud de la France. Il est clair qu'en Île-de-France, le marché, si on prend en compte le 100% du marché, c'est-à-dire les 12 millions d'habitants, donc à la fois le détail, le commerce de détail et la restauration, on a un marché, enfin une production qui est ultra déficitaire par rapport à la demande du marché. Ça, c'est clair, puisque en gros, ce marché, c'est 800 000 tonnes de mémoire et que la production est loin à ce niveau-là. En revanche, et je vais parler sur un secteur que je connais, le marché de la restauration collective, le besoin en tout cas en fruits et légumes en restauration collective sur les produits qui pourraient pousser en Île-de-France, il est de l'ordre d'une centaine de milliers de tonnes. D'accord ? Donc, tout dépend de quel marché on s'intéresse. Pour moi, honorer la demande ou les besoins de la restauration collective et des cantines, en l'occurrence, c'est une chose qui est possible. Et c'est des choses que l'on fait déjà, en l'occurrence. Alors, pas suffisamment, parce qu'il faut développer encore cette production-là. Et pour développer cette production, il y a une voie qui est extrêmement importante, c'est l'anticipation. Aucun producteur en Île-de-France, mais je pense que c'est ailleurs aussi, ne se lancera à planter les hectares de tels produits sans avoir maintenant une garantie sur un débouché, puisqu'on va se retrouver de fait en concurrence avec une production française, voire avec une production européenne, voire mondiale, selon la nature des produits. Donc il faut fonctionner par contrat, en donnant de la lisibilité aux opérateurs, voire les accompagner en investissant avec eux. Nous participons, nous faisons de l'avance sur culture de manière à ce que les producteurs puissent acheter des temps, ce genre de choses, et nous engageons. Mais ça, bon nombre d'autres le font. Ça, c'est sur la partie production. Sur la partie logistique, alors je suis également dans une autre casquette, je suis administrateur du comité régional Interfel. Donc Interfel, c'est l'interprofession des fruits et légumes en France, et cette interprofession a fédéré l'ensemble des acteurs de la filière fruits et légumes. Ça va de la production, les importateurs, évidemment le commerce de gros, donc que ce soit les marchés grossistes de carreaux ou que ce soit les grossistes distributeurs, jusqu'aux clients, puisqu'on a également le syndicat de la restauration collective ou le SNRC qui également est partie prenante, ainsi que la LCD et le commerce du détail. Donc l'ensemble des acteurs de la filière fruits et légumes sont représentés. Et donc, il y a des outils qui existent. Cette filière, elle s'est organisée, elle s'est structurée pour pouvoir assurer la distribution. Et donc, il y a des outils qui existent pour assurer la logistique. Notamment à destination des professionnels tels que la restauration collective. Et donc, il ne s'agirait pas de réinventer d'autres outils logistiques ou des plateformes X ou Y qui viendraient
subventionner par telle ou telle commune ou département ou région, concurrencer des outils qui sont déjà existants, ce serait une véritable gabegie. Et on a quelques exemples, que ce soit en France ou en Île-de-France, de plateformes qui ont fermé derrière, puisque vous ne ferez jamais vivre un outil logistique en tenant compte de la saisonnalité. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Xavier, c'est qu'effectivement, il y a une saisonnalité et un outil logistique, lui, il a besoin de tourner toute l'année. Donc, vous allez devoir le faire tourner avec les produits locaux, mais également avec les autres produits pour le faire tourner toute l'année. Et ensuite, si vous créez des outils logistiques qui ne fonctionnent qu'avec les produits locaux, vous allez vous retrouver à livrer chez des clients de la carotte quand ça sera la saison de la carotte, voire de la salade, et vous n'atteindrez jamais le poids critique nécessaire pour amortir une livraison. Donc l'enjeu, et c'est tout, c'est ce qui a été mis c'est ce qui existe au niveau de cette filière fruits et légumes, c'est en fait de regrouper sur un point logistique l'ensemble des flux produits, qu'ils viennent de France, du local, qui se développent, mais également d'import, parce que pour l'instant, ananas, agrumes et autres produits ne pousseront pas en Île-de-France. On peut attendre encore un peu le réchauffement climatique. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réussir à répondre à l'ensemble des besoins avec une multitude de produits pour pouvoir assurer une logistique qui soit performante. Quand je dis performante, c'est à la fois économique, mais également en termes de développement durable. Il n'y a rien de plus performant au niveau développement durable, et je vais peut-être en surprendre quelques-uns, qu'un gros camion, qu'un très gros camion, bien plein, organisé en tournée, avec qui fait le plus faible nombre de kilomètres possible. Envoyer X camionnettes sur X points à moitié vide, c'est une hérésie sur le plan à la fois économique, mais également surtout développement durable. Et ça, toutes les études qui ont été faites, que ce soit par la CGI ou autres, le démontrent très largement. Donc, il faut le prendre en compte. Donc, merci Eric. François, tu veux intervenir? On a une question en ligne. Oui, il y a deux, trois questions en ligne. Moi, je Oui. voulais éventuellement rappeler, mais ça a été dit par chacun des intervenants, que Bruno Parmentier, la semaine dernière, nous rappelait qu'un humain consommait de l'ordre de plus de 600 grammes de denrées alimentaires solides. Et pour une métropole urbaine d'1 million d'habitants, ça fait environ 600 tonnes, si on exclut bien évidemment les gaspillages, qui doivent être livrés au cœur de la ville, dont près de 50% de fruits et légumes. Et les ceintures maraîchères qui ont disparu, ou du moins ont été fortement réduites depuis une cinquantaine d'années, ne sont pas, et ce ne sont pas les productions urbaines, je mets des guillemets à urbaines, qui vont à terme permettre de compenser les volumes nécessaires. Ça a été dit par Pascal et par Eric et par Xavier. Et surtout si le menu du métropolitain devient de moins en moins carné. Et donc, quelles évolutions dans les modes de production, de transformation et de distribution peuvent être imaginées à moyen terme? J'aurais tendance à ressolliciter Pascal pour la faire réagir sur ces points-là. Alors, je vois qu'il y a des questions aussi sur le fait que, pour l'instant, c'est les gens les plus riches. En effet, je pense qu'il y a vraiment des questions d'ordre logistique, d'ordre de production agricole. On sait que 60% de ce qu'on mange en fruits et légumes en France, c'est importé. Et donc, forcément, on ne va pas changer de régime alimentaire du jour au lendemain. On ne va pas se passer de manger des oranges. Il y a tout un tas de produits qu'on mange qui seront pas possibles sera pas possible de produire. Donc, on ne va pas changer du jour au lendemain nos préférences alimentaires. Je pense que ça, c'est important parce que on peut vouloir faire une politique de l'offre, mais tenir compte des habitudes des uns et des autres, c'est important aussi. On n'obligera pas les gens à manger autre chose que ce qu'ils mangeaient. Donc, en effet, sur les chiffres, c'est tout à fait ça. Sur le 50% de ce qu'on mange, c'est des fruits et des légumes. Et une grosse partie, c'est du pain. Donc, on mange des céréales, on mange des fruits et des légumes. Le troisième produit qu'on le plus consommé, c'est du pain. Donc, on est capable d'arriver à reterrer. Je pense que ce qui est important, et on le voit, ça fait déjà un petit moment que l'agriculture a un peu changé sa façon de produire. Il y a des régions où on commence à faire des légumineuses, parce que s'il y a des changements qui sont réels, c'est bien la consommation de plus en plus forte de produits qu'on importe à 90%, comme des lentilles. Donc, c'est vrai que et c'est là qu'on voit que la crise, elle se gère mieux dans des pays comme l'Allemagne où ce sont les Länder qui gèrent, en fait. C'est qu'en France, à force, comme le pouvoir est trop
centralisée, on n'a pas mis en place assez de logique régionale, en fait. Et c'est à l'échelle de la région que ces questions doivent être posées. Parce qu'en fait, c'est certain, on parle beaucoup d'Île-de-France. En Île-de-France, il y a 0 abattoir. Donc, comment voulez-vous qu'on mange de la viande qui vient d'Île-de-France, puisqu'on n'en produit pas. En tous les cas, on n'en abat pas. Il y a tout un tas comme ça de questions qui ne peuvent se résoudre. Et la question du circuit court, du territoire, elle ne peut se gérer que si la région a beaucoup plus de poids, enfin beaucoup plus de pouvoir. Donc c'est une question, enfin, que ce soit en termes de santé, en fait, tout a été démontré là dans cette crise que cette façon de vouloir rester sur un pouvoir établi centralisé, ça nous a empêché de gérer la crise sanitaire, alors qu'en Allemagne, ils ont été beaucoup plus forts. Donc il y a vraiment des questions qui sont liées à l'organisation de la France en général. Mais en termes de, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on fait, parce qu'en effet, c'est vrai que ce sujet des circuits courts et de ce qui explose, c'est une partie de la population. On n'a pas beaucoup parlé de ce qui se passe réellement aujourd'hui dans les banlieues. Il y a une très grosse partie de la population qui a 0 revenu depuis 3 mois, enfin depuis 2 mois, parce qu'ils travaillaient au noir, etc. Donc ils ne mangent plus. Et comme il n'y a plus de solidarité, les associations sont désorganisées aussi. Oui. En fait, en ce moment, il y a 2 mondes. Il y a le monde de ceux qui pensent qu'en effet, on va profiter de cette crise pour changer de modèle et aller vers du durable. Et en même temps, il y a une crise économique qui nous attend parce qu'on est un pays qui va souffrir beaucoup plus que les autres, parce que 8 semaines de confinement au lieu des 4-5 que vont faire les autres pays européens, nous, on va avoir une crise économique bien plus importante. Donc, je crois qu'il y a des questions de répartition aussi qui est très importante en termes d'inégalité, parce que dans les banlieues, ils n'ont pas accès à des circuits courts. Oui, on a vu effectivement Paris s'organiser mieux que le 93. On a déjà abordé un peu cette question dans l'accessibilité. On a la question sur la réouverture des écoles. Relance-t-elle la cantine scolaire, la restauration collective dans son ensemble? Bon, je pense, Eric, on ne pense pas, quoi. Les cantines ne vont pas réouvrir totalement, quoi. Non, totalement, à mon sens, en aucun cas. Je pense que les acteurs de la restauration collective, qu'ils soient en restauration concédée ou autogérée, sont en train de se poser d'innombrables questions et surtout de poser des questions aux établissements. Donc, je crois que, comme ça a été dit, les maternelles vont dépendre des communes, les collèges vont dépendre des départements, les lycées vont dépendre des régions. Tout ça va se mettre en route de manière sans doute, on va dire, peu organisée et c'est compréhensif. Tu veux dire au cas par cas, finalement? Oui, parce que de toute façon, pour l'instant, à la lumière des informations dont on dispose, on ne peut pas imaginer que tous les établissements le lundi 11 mai vont être ouverts. Et ensuite, ça va dépendre des maires, puisqu'on a quelques élus qui nous écoutent. Ça va dépendre un peu de la volonté des maires. Alors, en fait, la volonté des politiques, mais également des moyens qu'ils vont être capables de mettre en œuvre pour assurer les mesures de distanciation. Est-ce qu'on va aller vers des schémas où un élève sur 2 ira à l'école une semaine sur 2 ou une semaine sur 3? Sur ceux qui seront à l'école, donc la moitié, combien iront véritablement manger à la cantine? Donc tout ça, c'est des interrogations sur lesquelles sont en train de plancher les acteurs pour se dire quel type de menu je prépare, combien j'en prépare et quel risque je vais prendre, en fait. Moi, mon analyse, notamment, c'est que ça se fera sans doute pas au bénéfice du fruit et légumes frais au départ, parce que pour limiter ce risque, on va avoir recours à d'autres technologies que sont le surgelé ou la pertisé, parce que tant qu'il n'y a pas une certaine stabilité qui s'installe, les acteurs de la restauration collective vont essayer de s'adapter eux aussi en limitant nécessairement les pertes. Alors ensuite, j'imagine que progressivement, c'est comme maintenant en fait, entre le début de la crise où vous avez une chute de l'activité, une espèce de rebond, ça s'est stabilisé. Alors, c'est stabilisé à un niveau qui n'est pas du tout satisfaisant, bien sûr. Et là aussi, à quelle vitesse ça va reprendre? Est-ce que ça sera un lycée sur 2? Est-ce que ça sera sur telle région et pas telle autre région? Il y a encore beaucoup trop de questions
pour se dire que ça va reprendre à tel niveau Alors, d'activité. beaucoup de questions. On essaiera de les répondre jeudi lors de notre prochain webinaire avec les gens de la santé et tout ce qui est peut-être hygiénisation de notre alimentation. Tu parles de barquettes et effectivement, je sais que certains industriels fonctionnent plutôt bien actuellement en vendant des plats. Je voulais revenir peut-être plutôt sur les questions. La régionalisation, je trouve ça très intéressant, le commentaire de Pascal, parce que finalement, est-ce que en régionalisant plus la politique alimentaire, est-ce que, Xavier, je voudrais avoir votre point de vue là-dessus, est-ce qu'on y arriverait mieux? Je crois que j'y avais déjà, en tout cas sur la restauration collective, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y avait déjà effectivement des initiatives nombreuses, locales. En tout cas, de mon point de vue en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu le lancement il y a 15 jours d'une plateforme pour approcher effectivement les producteurs locaux et puis les consommateurs. Donc oui, je pense qu'en fait, suite à cette crise, ça sera peut-être une des conséquences de cette crise. Alors, ça sera peut-être une des conséquences de cette forme de repli sur soi, de régionalisation, relocalisation. On voit bien que sur certaines productions, effectivement, on a une vraie dépendance par rapport à l'étranger. Et donc, ça semble aller dans cette direction-là. Après, encore une fois, les structures sont en place, les acteurs sont en place. Donc, est-ce qu'on peut passer d'un monde à un autre radicalement en quelques mois? Ça me semble compliqué. Mais j'ai l'impression que la tendance risque de se confirmer dans les mois et les années à venir. En tout cas, ça sera aussi en phase avec les attentes des consommateurs. Puis on le voit bien dans les enquêtes de tendance, dans les enquêtes de consommation, dans les enquêtes sociologiques, se préoccupent beaucoup plus à la fois de l'origine des produits, veulent savoir derrière un produit quel est le producteur, ils veulent avoir une histoire qui est racontée avec le produit également. Et donc tout ça pousse vers l'identification, la personnalisation d'un produit et d'une production. Et donc ça semble plutôt aller dans ce sens-là. Il y avait un sondage qui avait montré il y a à peu près 6-7 mois que dans 91% des cas, les Français, quand ils achetaient en circuit court ou en vente directe, associaient cela à un produit de qualité. Donc dès qu'on va faire la promotion d'un produit local, hein, alors sous certification ou pas, c'est pas forcément la question, mais dès qu'on est sur cette notion de local, on associe souvent assez facilement la notion de qualité. Donc toutes les politiques qui iront dans ce sens-là, à mon avis, permettront de conforter cette tendance. On a une question aussi sur les produits transformés. Effectivement, toutes ces petites et moyennes entreprises de la filière agroalimentaire, euh, pour vous, comment est-ce que vous voyez ces bouleversements? Comment est-ce qu'ils doivent, est-ce que ils vont continuer à travailler au niveau national ou ils vont continuer les exportations? Comment vous voyez les choses? Xavier, peut-être? Alors, je crois déjà, il y a une partie des distributeurs qui commençaient à s'appuyer de plus en plus fortement, là je parle des circuits longs, hein, sur ces PME locales. Moi, je pense qu'effectivement, et puis on le voit aussi dans les appels d'offres, et puis je laisserai peut-être Eric réagir sur la partie restauration collective, qui avait la volonté de travailler encore plus fortement, effectivement, avec des acteurs locaux. Donc, si elles arrivent à passer le cap, parce qu'il y a aussi la crise économique dont parlait Pascal, si elles arrivent à passer le cap, effectivement, il y aura sans doute peut-être des perspectives positives qui pourraient s'ouvrir. Mais ça fait beaucoup de si, ça fait beaucoup d'incertitudes. L'OFCE avait indiqué effectivement qu'à chaque mois de confinement qui passait, c'était un impact très fort sur le PIB. On sait très bien que les structures les plus résilientes sont peut-être sans doute les grands groupes et que les PME vont être en difficulté. Donc, il faudra regarder ça attention sur l'alimentation, qui est un secteur peut-être un peu moins touché que d'autres. Mais en tout cas, il faudra regarder ça avec attention. Merci. On me pose la question de quelle plateforme parle Éric Moreau? Est-ce que c'était les plateformes qui finalement dont on n'a pas forcément besoin? C'est des outils qui ont pu être développés par des collectivités locales. Une réponse en fait mise en place pour assurer la logistique directement des producteurs locaux. Donc de nouveaux outils
hein, qui ont été mis en place. C'est des essais, c'est bien aussi de procéder à des alternatives, mais comme je le disais tout à l'heure, quand vous mettez un nouvel outil en place alors qu'il existe d'autres outils professionnels au sein de la filière, eh bien, vous ne pouvez pas, donc ils ont été subventionnés, vous ne pouvez pas le faire vivre et à un moment, quand vous lâchez la perfusion, eh bien, ça ne fonctionne plus puisque vous n'avez pas assez de volume pour le faire tourner. Et ensuite, vous avez tous les flux logistiques à gérer avec les impacts donc, que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il y a eu quelques tentatives dans différentes régions de France et des outils qui se sont finalement arrêtés parce que non rentables économiquement. On a une autre question aussi sur taxer les produits importés, ce qui me fait penser que taxer les produits qui sont finalement environnementalement moins, qui nous bénéficient le moins. Euh, je ne sais pas si Xavier, vous pouvez répondre à cette question, Eric ou Pascal. C'est-à-dire en fait une valeur du produit qui n'est pas que sa valeur intrinsèque, mais une valeur sociétale, sociale, environnementale. Alors, moi, je suis pas pour opposer l'agriculture, hein, quelle qu'elle soit, qu'on parle d'agriculture conventionnelle, bio, qualitative ou d'import. Je pense que, notamment sur des produits qu'on ne trouve pas en France, est-ce que ça ne serait pas encore un peu plus pénaliser les gens qui peuvent avoir des difficultés que de leur taxer l'ananas ou la banane ou je ne sais quel autre produit parce qu'ils viennent de l'étranger alors qu'on ne le trouve pas en France. Après, on pourrait dire, ah bah oui, mais il s'agirait simplement de taxer que les produits qui poussent déjà en France au moment où ils poussent en France. C'est très très complexe. Je ne sais pas si on doit résoudre ce type de sujet par de la taxe ou plutôt par une prise de conscience. Comme le montrait tout à l'heure Pascal, il y a une vraie prise de conscience qui s'opère. L'enjeu, c'est de réussir à développer les productions sur les produits qui peuvent pousser dans chacune des régions, de développer ces productions. Donc, et ça, on doit savoir le faire. On sait le faire, en l'occurrence. On doit savoir le faire. Ça va demander du travail, ça va demander de l'engagement. Et il faut aussi que le consommateur, dans son approche, il soit dans cette logique d'engagement. Parce que quand on va dans un hypermarché, et ce qu'on fait peut-être depuis des années, on est tous consommateurs, et que finalement on veut acheter la pomme la moins chère du monde et la poire la moins chère du monde, on ne contribue pas à développer un marché local. On a contribué à développer de l'importation et de la recherche du prix. Donc, c'est comment on inverse un peu cette tendance qui a eu lieu, même si on observe ça et là des tendances de fond. On parlait tout à l'heure de démarches qualité, d'HVE, ce genre de choses, qui me semblent des très bonnes démarches. Ce n'est pas forcément des labels, mais également des démarches qualité qui sont reconnues comme la certification environnementale, sur laquelle aussi il faut travailler, parce qu'il y a une attente en termes de sécurité. On a une question aussi sur le report des marchés, donc ces marchés qui ont été interdits, vers une forme de drive rural. Est-ce qu'on a pu établir un marché alors qu'il n'y en avait jamais eu? Bref, une forme d'éclatement et de diffusion de l'offre à proximité du siège du producteur. Comment vous voyez, comment vous analysez ces nouvelles demandes? Xavier, peut-être? Ouais, je crois que effectivement c'est une très bonne question, comme toutes celles qu'on a depuis le début du webinaire. Bon, je pense qu'il faut voir deux choses. Il y a le fait que ces initiatives sont multiples et bourgeonnes, voilà, dans toutes les régions de France quasiment. On voit effectivement que pour tout un tas de raisons, il y a plein d'initiatives qui sont prises et de façon rapide par tout un tas d'acteurs. Mais il ne faut pas se voiler la face. Ce sont essentiellement des rustines, c'est-à-dire des initiatives qui permettent d'amortir un peu le choc, de compenser effectivement la fermeture des marchés, de compenser la fermeture de certaines livraisons ou de certains marchés qui étaient ouverts pour certains producteurs. Et désespérément, ils se tournent effectivement, pour éviter de jeter leurs produits ou autres, vers des solutions de ce type. Moi, la question qui m'interroge, effectivement, c'est, comme le disait Pascal et Eric, est-ce que ces évolutions qui, en matière d'alimentation, sont toujours lentes, vont être accélérées par cette crise et vont durer par la suite? Et une fois que tout sera réouvert, est-ce que les consommateurs vont rester sur ces tendances-là, ces nouvelles expériences de consommation, au fond, qu'ils ont eu l'occasion, effectivement, de tester à l'occasion de cette crise? Je crois que dans l'urgence, en fait, on est prêt à expérimenter plein de choses. Et la vraie question qui vient, c'est est-ce qu'on va revenir à nos habitudes quelque part anciennes qui sont ancrées
ou est-ce qu'effectivement, on va se dire, prise de conscience radicale, je me tourne vers un autre mode de consommation. Pour l'instant, on n'a pas encore complètement la réponse. Ce qui est intéressant, Xavier, moi je reviens sur sur cette reconfiguration du modèle économique des agriculteurs. Je relie ça à une question d'un des auditeurs. Monsieur Moreau, vous avez abordé des points clés: optimisation des circuits de livraison, anticipation des besoins, contractualisation et engagement, et des outils disponibles et activables. Pourrait-il donner des exemples? Alors, moi, j'ai un exemple. Il y a des personnes qui m'ont contacté juste avant ce webinaire. En fait, le chemin des murs, c'est des jeunes informaticiens qui disent compléter en fait vos outils très complexes de distributeurs alimentaires. On va dire aujourd'hui ce qui se passe avec les agriculteurs qui doivent trouver d'autres configurations pour vendre leurs produits. Je ne sais pas comment, Xavier et Eric, vous voulez réagir à ça, c'est-à-dire réinventer de nouvelles procédures de vente de produits. C'est rarement dans l'urgence qu'on fait ça, hein. Je me permets d'intervenir. Bien sûr. Voilà. Mais j'attends la réponse de Xavier et d'Éric. Alors, je vais essayer de répondre. La question est évidemment très bonne. Je parlais d'anticipation des besoins parce que en fait, c'est comment on met en relation une demande donc chez des consommateurs. Encore une fois, je vais parler de la restauration collective. Hein. Oui. Donc, d'un côté, des consommateurs, des convives et des attentes des restaurants, et de l'autre côté, le monde de la production. Le mode de la production, il n'est pas au jour le jour et on raisonne en campagne, si on prend le raisonnement local. Donc un producteur, quand il prépare sa campagne de carottes ou de pommes, il va se poser la question. Alors la pomme, c'est un peu différent. Les arbres fruitiers, c'est encore très différent puisqu'on est sur des visions de très long terme, puisqu'un arbre, c'est quelque chose qui va durer 20 ans. Mais c'est un bon exemple parce qu'un agriculteur qui va planter des pommiers, il se dit qu'il les plante pour 20 ans, donc il ne va pas y aller au hasard. C'est assez différent dans le monde du maraîchage ou du légume, puisqu'effectivement, on est sur des campagnes annuelles. Donc, un producteur qui veut faire de la carotte ou de la pomme de terre va se poser la question de quelle surface il emblave. Et pour ça, il a besoin de quelqu'un qui lui dise. Et c'est notre rôle, je parlais tout à l'heure de filière, c'est notre rôle de distributeur, qu'on soit distributeur à destination de la restauration collective ou distributeur de carreaux à destination du bétail, c'est notre rôle que de leur donner cette lisibilité. Comment on peut leur donner la lisibilité? C'est parce que nous sommes, nous, en contact d'un nombre très important de clients et qu'on agrège un ensemble de besoins, en fait. D'accord? Que ce soit la restauration scolaire sur laquelle il faut tel calibre, que ce soit sur la restauration d'entreprise où il faut encore tel calibre, etc. Donc, à partir de là, si je reprends l'exemple de la pomme, vous allez avoir besoin de prendre vous allez pouvoir assurer à ce producteur de prendre l'ensemble des calibres de sa production. Il ne va pas se poser la question, je dois garder les petits calibres pour le vendre en scolaire, parce que de toute façon, il ne pourra pas se la poser. Mais nous, on va lui dire, écoutez, je vais vous prendre tel calibre de pomme, ça, je sais que ça va aller en scolaire. Je vais vous prendre tel calibre de pomme, ça va aller en santé. Je vais vous prendre tel calibre de pomme, ça va aller en entreprise. Parce que de toute façon, vous ne mettrez pas une pomme de 180 grammes en scolaire. Ça ne marchera pas. Donc, du coup, vous allez pouvoir planifier avec lui un plan de culture et des contrats en rentrant dans ce niveau de détail, en lui disant, voilà, j'aurais besoin de tel tonnage. Nous, on fait des plans de campagne à la semaine. C'est-à-dire qu'on donne aux producteurs une lecture à la semaine sur toute la campagne. Donc, ils savent exactement ce qu'ils doivent récolter pour nous. Ils ont d'autres clients, bien entendu. Mais ça donne cette lisibilité. C'est ce que je voulais dire par anticipation. Donc, quand il s'agit de faire la campagne de carottes, on l'a bouclée au mois de janvier de cette année. D'accord? Donc, il faut de l'anticipation. C'est de l'horlogerie, quoi. C'est de l'horlogerie, en fait, ce que vous faites. De l'horlogerie, je ne sais pas, mais si vous voulez, c'est parfois incompatible avec les rythmes des marchés publics qui sont annuels et qui vous demandent quelque chose à l'instant T. Et si vous n'avez pas pris des risques auparavant et anticipé ça, vous ne pouvez jamais y répondre, en fait. Et c'est là où le chat peut se mordre la queue. Donc, notre boulot, c'est d'anticiper, anticiper. Donc ça, c'est comme ça qu'on donne de la lisibilité. Donc on va donner de la lisibilité à 3 ans, 4 ans à un opérateur, même si de l'autre côté, on perd un client, on en gagne un autre, mais on a une espèce de stabilité qui permet de garantir cette lisibilité. Ensuite, sur les circuits, l'optimisation des circuits de livraison, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que vous ayez, pour livrer ces clients,
un poids moyen à la livraison, dans notre jargon on appelle ça comme ça, qui soit suffisant pour faire des propositions économiques acceptables en restauration collective. N'oublions pas qu'en restauration collective, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets que de la vente au détail, et que donc, si vous voulez distribuer des produits frais et faire manger des produits frais, et c'est l'intérêt de la filière, d'ailleurs, c'est de développer la consommation de fruits et légumes, quels qu'ils soient, puisque c'est aussi un facteur santé, eh bien, vous devez pouvoir livrer une offre la plus large possible. On avait une question tout à l'heure sur les produits élaborés ou les produits fruits et légumes type 4e gamme, 5e gamme. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez agréger parce que les besoins peuvent être différents, parce que dans les cuisines, vous n'avez pas suffisamment de personnel dans telle ou telle cuisine. Vous allez agréger des besoins en produits frais, des produits de 4e gamme et des produits de 5e gamme. Et donc, vous obtenez une offre très large. Pour vous donner un ordre d'idée, en situation normale, moi j'ai 10 200 références de fruits et légumes en temps réel dans mon entrepôt. Donc l'offre est extrêmement large. Et donc il faut pouvoir agréger l'ensemble de cette offre à la fois au niveau de l'amont et au niveau de la vente pour pouvoir être sur le plan logistique le plus économique et le plus durable possible. Je vois aussi une question sur le problème du prix alimentaire. Effectivement, on est en train de dire que l'alimentation, c'est complexe. C'est complexe dans ces réseaux, c'est complexe dans la demande. Et Pascal, il y avait une question de Caroline sur les circuits courts sont favorisés par les catégories les plus riches, en quoi la crise économique va favoriser un localisme fort alors que la population est en difficulté économique. C'est un aspect qu'on a déjà abordé dans le premier webinaire. C'est en fait, je pense, la chose la plus difficile, c'est-à-dire que Xavier, vous l'avez aussi exprimé, on risque d'avoir une augmentation du prix alimentaire, donc peut-être du budget alimentaire. Et donc demain, comment fait-on? Moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui va militer dans le sens où ça va se diffuser, c'est que c'est quand même la partie qui s'est faite en e-commerce. C'est-à-dire qu'on a une explosion, en tous les cas, auprès des consommateurs, d'acteurs qui proposent des paniers, la ruche qui dit oui explose. Et donc, si vous voulez, il y a quand même ce biais-là qui va faire qu'on va peut-être avoir une offre qui va trouver plus de consommateurs. Après, c'est certain il suffit de se rappeler de la crise de 2008. Je crois que pourtant, c'était il n'y a pas très longtemps. Dans ces périodes-là, quand il y a une baisse de pouvoir d'achat, les Français, ils déstockent, donc ils arrêtent de consommer. Il suffit que les prix alimentaires explosent. Souvenez-vous-en, en 2007-2008, les prix alimentaires ont explosé parce qu'il y avait des problèmes de récolte. Le prix du pétrole avait augmenté. Et donc, on a réduit notre panier. C'est-à-dire que les gens vont consommer des pâtes, en fait. C'est que dans ces situations-là, on consomme des produits pas chers, qui permettent de nourrir. Donc, en effet, cette question qui est un peu celle d'une élite, en fait, ces choix de manger durable, de manger local, de manger saison, c'est nous ce qu'on appelle les hauts capital culturel, c'est-à-dire que c'est tiré par une partie de la population c'est ceux qui sont les plus diplômés. Et évidemment, le taux de pauvreté va augmenter, c'est évident. Et donc, toute cette partie de la population qui va être en situation précaire n'ira pas vers ces circuits s'ils vivent dans des centres-villes où ils n'ont pas accès à ces produits-là. Et il ne faut pas imaginer un seul instant que ces populations-là émettront plus d'argent dans leur alimentation. De toute façon, chez eux, c'est 70% logement et 30% alimentation. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'acheter pas cher. Ça, je pense que c'est illusoire de penser que, en fait, cette question de valoriser, de faire que le local se développe, ça ne peut être que par des décisions de politique publique. Que ce soit diminuer la TVA, c'est évident, c'est-à-dire que tout soit financé par la PAC, mais ce n'est pas possible que ça vienne des consommateurs. Le sujet de payer plus, n'imaginez pas que dans les 2 ans qui viennent, avec la crise économique qui arrive, qu'il y ait une partie de la population qui grossisse, qui puisse payer plus cher son alimentation. En 2008-2009, et pourtant il y a une partie de la population qui était préservée de la crise, justement, en effet, on n'a peut-être pas trop, on a continué à dépenser l'alimentation, c'est le secteur qui va souffrir le moins, mais on a cherché du prix, on a cherché des produits pas chers. Donc, c'est toujours difficile de vouloir, parce que ceux qui pensent ça ont les moyens et eux ne seront pas touchés par la crise.
et on aura une partie, plus de la moitié des Français qui n'auront pas le choix. En fait. Et donc, en effet, ils ne font pas ces choix, c'est sous contrainte. Enfin, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, ils changent de régime alimentaire. Ça se voit. On avait appelé ça de la frugalité alimentaire. L'obésité diminue. Les gens mangent des produits nécessaires et parce qu'ils ne peuvent plus manger. En fait. Cette question-là. Donc, ça ne viendra pas du consommateur seul. Hein. Ce n'est pas possible de changer de modèle avec des consommateurs qui sont responsables et qui, on a voulu à un moment faire croire que ça passait par des choix éclairés des consommateurs, mais ce n'est pas possible. C'est vraiment des choix de politique publique de l'Europe. En fait, ça rejoint peut-être une réflexion que l'on mène avec Cantine Responsable, c'est peut-être que la solution viendrait de la restauration sociale et collective, c'est-à-dire peut-être proposer quelque chose à des Français, comme vous l'annoncez au Crédoc, qui cuisinent de moins en moins, et peut-être proposer une restauration sociale, surtout à cette heure où la restauration commerciale risque de Mais enfin, n'oubliez pas quand même qu'on va continuer avec un modèle de distanciation pendant 2 ans. Hein. C'est-à-dire que si on ne livre pas les choses, ce n'est pas possible. Hein. On ne va pas refaire manger avant longtemps des gens dans une même salle. Hein. Je pense que c'est réaliste. Hein. Exactement. Alors, on voudrait passer la parole à Luc Lignon, qui est directeur de la politique alimentaire à la ville de Montpellier et à la métropole aussi. Luc, par rapport à tout ce que l'on s'est dit, votre point de vue et finalement votre expérience. Oui, je suis assez déstabilisé par tout ce que j'ai entendu, à vrai dire, par les uns et les autres. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que on prend en pleine figure ce que nous, enfin, sur la métropole de Montpellier, on a identifié depuis très longtemps, c'est la fracture entre les territoires, et notamment lorsque, c'est Pascal, hein, c'est ça qui on voit bien que c'est une enquête parisienne, parce que la même enquête qui différencierait les régions ou les métropoles ou les collectivités qui ont posé des pâtes et le reste serait, à mon sens, apporterait peut-être d'autres éléments de réponse que celles qu'on a dans l'enquête, puisque je pense qu'à l'heure actuelle, les régions qui ont posé des pâtes sont quand même beaucoup plus à l'aise sur la notion d'alimentation durable, accessible à tous. Surtout en cette période de Covid, on le voit bien sur Montpellier, on a très facilement utilisé le mine. Personne n'a parlé des mines là aujourd'hui. Oui. Les mines sont des éléments essentiels en cette période de crise que nous traversons. Et donc, on a très facilement utilisé le mine, très facilement utilisé tous les outils de communication qu'on avait mis en place dans le cadre des pâtes. On a utilisé toutes les structures que nous avions posées sur la ville, que ce soit le locaborium, que ce soit les ateliers de transformation. Et nous avons la chance aussi d'avoir accompagné l'ensemble des associations disponibles sur le territoire. On a créé un maillage et donc on a à l'heure actuelle que ce soit au niveau des familles précaires et que ce soit au niveau des quartiers défavorisés, des dons alimentaires qui se font au quotidien, en permanence. Et même la notion de cantine scolaire revient très peu finalement. C'est-à-dire que les parents dont les enfants, donc on fait 15 000 repas par jour à Montpellier, on a 22 000 familles qui sont impactées par la restauration scolaire, on en a 1 000 dans les crèches, et finalement tout le maillage qui a été mis en place, corroboré au groupement de producteurs qui se sont mis en place eux aussi, avec des distributions de paniers, ben, tout ça fait que on n'a pas le sentiment que sur notre territoire, il y ait un problème avec l'alimentation. Alors par contre, oui, il va y en avoir un forcément sur la diversification, puisque comme ça a été dit, c'est clair qu'à l'heure actuelle, les gens sont confrontés à la consommation de produits de saison et au local. Alors moi, je reste un peu plus pessimiste sur la notion de local, parce que je pense que la plupart vont au local par obligation, certains, hein.
Et par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la notion de changement de consommation et de perception de la consommation alimentaire nécessaire pour faire évoluer le système. Merci Luc. Donc global. plusieurs choses, en fait, Et- plusieurs éléments, parce qu'en fait tu parles des mines, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, je ne sais pas si Eric veut réagir là-dessus. Les PAT, c'est vrai ça rejoint une question, donc les PAT, c'est les programmes alimentaires territoriaux. En fait, est-ce que ce n'est pas une solution, nous dit-on, pour rapprocher l'offre de production locale et la demande locale, la sensibilisation des consommateurs et augmenter la sécurité alimentaire des territoires? Donc, effectivement, est-ce que les PAT pourraient nous aider dans cette reconfiguration de notre alimentation? Et j'aimerais, Oui, je voudrais terminer sur ce qui a été dit sur la restauration collective. oui. Il n'y a pas qu'un modèle. Il n'y a pas qu'un modèle de distribution. Et là, il n'y en a qu'un qui a été présenté. Il y a d'autres modèles de distribution. Il y a aussi des collectivités qui accompagnent au travers des marchés publics, de nouveaux modes de rédaction de marchés publics, d'un nouvel allotissement plus fin, qui sont en capacité de travailler en direct avec les agriculteurs, en direct avec les producteurs, qui sont capables de créer des ateliers de transformation de fruits et légumes, justement pour pouvoir permettre cette nécessaire, on va dire, connaissance entre l'offre et la demande, par exemple pour la production. On va prendre un exemple sur ce qui est passé au niveau ce qu'expliquait tout à l'heure très bien d'ailleurs monsieur de Pomonage, Éric Moreau. Eric Moreau. Effectivement, il faut une planification pour la production, mais on peut l'avoir, cette planification, en direct avec un agriculteur. On a un agriculteur dans la ville qui nous livre 20 tonnes de tomates, 20 tonnes de melons par an. Il a nos menus 3 mois à l'avance. Il peut planter, il peut produire, on lui garantit l'achat. Voilà, il y a d'autres modes on va dire, de relations qui peuvent exister si les politiques publiques les mettent en place. Merci Luc. Éric, Xavier, vous voulez réagir? Alors, peut-être juste un mot. Monsieur Lignon a parfaitement raison, hein, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que j'ai appelé le grossiste de carreaux, c'est les marchés, en fait. Hein, donc, c'est les mines, hein, marché d'intérêt national. Et en Île-de-France, nous avons notamment Rungis. Donc, c'est des opérateurs. Éric, attention au micro. Attention au micro. Ouais, tu peux parler devant. Voilà. D'accord, c'est des opérateurs qui font partie de la filière et qui ont un rôle à jouer dans l'écoulement des marchandises, notamment à destination du commerce de détail ou d'autres opérateurs. S'agissant des différents modèles de la restauration collective, bien évidemment qu'il y a différents modèles et encore une fois, il ne faut pas opposer les modèles. On parle de plans d'alimentation territoriaux. Au niveau de la filière, on parle aussi de plans de filière. Hein, Interfel a fait la présentation d'un plan de filière qui a été validé par les instances concernées. Il y a tout Egalim également qui est dans ce contexte-là. Egalim sur lequel il faudra sans doute se reposer des questions sur cette capacité par rapport à ce que disait tout à l'heure Pascal, cette pression sur le prix qu'il risque d'avoir, c'est que va devenir Egalim et les attentes dans ce contexte-là. Et que donc des flux directs peuvent se mettre en place entre différents opérateurs. Alors j'avais peut-être un prisme qui est plus orienté sur la région Île-de-France, bien que je connaisse très très bien Montpellier puisque j'ai fait toutes mes études, et donc je salue cette belle ville. C'est que un certain nombre d'opérateurs ont besoin en fait en production de pouvoir écouler leurs marchandises de manière régulière. Et que donc, il faut à la fois prendre une anticipation du besoin, ce que a répondu M. Lignon, en l'occurrence, en donnant l'exemple, je crois, d'un établissement type cuisine centrale par rapport à un opérateur. Mais il faut prendre, je crois qu'en fait, il ne faut pas opposer les systèmes et essayer de travailler tous ensemble. Je vais du coup passer la parole à François Mauvais sur le sujet. C'est que au niveau de l'interprofession, on a travaillé avec la région Île-de-France et en fait, on associe toutes les parties prenantes, à la fois les professionnels de la production, de la distribution et de la consommation, mais également les acteurs de la région pour réfléchir à des systèmes qui puissent être adaptés et développer cette production. Parce qu'en premier lieu, ce qu'on cherche à faire, c'est développer la production locale, j'entends.
Oui. Bon, je vais à peine prendre la parole sur ce sujet parce que je voulais réagir à ce que disait Luc. Je pense que isoler le marché de la restauration collective montpelliéraine de capacité de production du Languedoc-Roussillon, voire de l'Occitanie, et mesurer la part de production de l'Occitanie qui monte à Paris ou qui irrigue d'autres régions de France, me paraît nécessaire avant toute chose. En fait, je pense que l'Île-de-France sans l'Occitanie aurait du mal à vivre en fruits et légumes. Et du coup, ces questions-là ne sont pas beaucoup abordées dans les projets alimentaires territoriaux. Pour la simple et bonne raison, c'est que la démarche, quand elle existe, a pour objectif le plus souvent de concentrer les productions sur la région. Et c'est le meilleur moyen, alors je vais mettre des guillemets, d'affamer l'Île-de-France hein, à court terme, mais même à moyen terme. Les échanges commerciaux qui existent entre les régions me paraissent essentiels, surtout vis-à-vis des régions qui n'ont pas les productions. Et Pascal l'a rappelé au tout début de ce webinaire en disant que la moitié nord de la France a quand même des difficultés d'approvisionnement. Elle n'aura pas tout. Et donc, du coup, et qui plus est, la région Occitanie aura des problèmes d'équilibre commerciaux dans sa production agricole et agroalimentaire si elle ne vend pas en Île-de-France ou ailleurs. Donc, en fait, il faut appréhender aussi à plusieurs niveaux les marchés. On ne peut pas faire cette impasse-là, sinon on va aller au-devant de gros soucis. S'il y a vraiment un recentrage sur le local dans les années qui viennent, on va avoir des soucis d'approvisionnement, même en France. J'aimerais bien faire réagir Pascal là-dessus. Alors, je ne sais pas si on aura des non, j'exagère le trait, mais c'est pour montrer que c'est pas si simple. Je ne sais pas si on aura des problèmes d'approvisionnement en France, non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer une région comme l'Occitanie tout garder pour eux et ne pas laisser les autres régions de France en profiter. En effet, la région d'Occitanie est très, très particulière puisqu'elle a une production beaucoup plus forte en culture maraîchère. Je crois qu'il faut aussi connaître un petit peu, savoir ce qu'on produit. Ce dont on a besoin et qu'on importe beaucoup, ce sont des fruits et des légumes et on ne peut pas dans toutes les régions en produire. Enfin, je crois que aussi en termes géographiques, c'est important, sauf si aussi on accepte de faire des serres, etc. En Bretagne, ils se débrouillent très bien en ayant des terres qui sont complètement incultivables. Donc c'est vrai que cette question du territoire, je pense que quand on parle de local, et il y a beaucoup de critiques là-dessus, c'est que dans le Nord-Pas-de-Calais, dans des régions où en effet on a très peu de moyens, on ne peut pas se passer d'importer des produits. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va réussir, même avec le réchauffement climatique, à produire ce dont ils ont besoin au niveau territorial. Ce n'est pas qu'une vision parisienne de penser que le local, ce n'est pas simple. Hein. Et les statistiques qu'on produit sur le fait que les circuits courts, c'est les plus riches, c'est évidemment France entière. C'est quand on prend la moyenne des Français qui accèdent à ces circuits. Donc, c'est en effet 5 à 6% des achats des Français. C'est 5 à 6% des achats des Français qui sont réservés à ceux qui vivent dans des régions où, en effet, on produit et aux plus riches dans les autres régions. C'est évidemment aux régions parisiennes, ceux qui vont s'approvisionner dans la ferme de Galilie ou qui sont dans les AMAP, ce sont les plus riches. Oui. J'avais le chiffre en Bretagne de 7% des produits sont consommés localement en Bretagne, qui est quand même une grande terre de production agricole. Et effectivement, on a la question de pourquoi vouloir opposer deux systèmes, le court et le long, plutôt que de chercher les complémentaires. Oui. Je pense que c'est la grande question. Bon, il nous reste 1 minute. Xavier, vous vouliez intervenir avant de clore ce webinaire? Non, oui, enfin, une synthèse très, très courte. En tout cas, je crois qu'effectivement, on a des agricultures en France, ça, il faut en tenir compte, des modèles agricoles, et on a aussi des modèles de distribution qui sont différents. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. À mon sens, le circuit court reste toujours, on l'a dit, pour tout un tas de raisons économiques et autres, réservé pour l'instant à une minorité. Ça va bouger à la marge. Est-ce qu'ensuite, sur certains produits, effectivement, les Français vont consommer un peu plus, entre guillemets, localement et en circuit court? Peut-être, mais ça reste à confirmer. Et effectivement, après, ce qui viendra peut-être régler complètement la question, c'est l'éventuelle contrainte économique qui pèsera quand même
en volume et en masse de façon assez importante sur tous ces aspects-là. Il ne faut pas négliger les aspects de volume. Les circuits courts, effectivement, ça concerne une minorité de la population, ça concerne aussi une minorité des produits de la production. Oui. Mais ça reste une tendance émergente qui est assez intéressante à observer malgré tout. Écoutez, je vais vous dire merci à tous parce que vous êtes restés nombreux en ligne, connectés. On est restés, nous, pour notre part, 1 heure et demie ensemble. Donc, on a débordé de notre cadre d'1 heure, mais je pense que c'était nécessaire. Et ce débat va continuer donc par mail. On va vous envoyer les questions qui nous restent finalement à essayer de résoudre. Et puis, vous retrouverez prochainement donc la vidéo en ligne et on vous donne rendez-vous jeudi, donc toujours à la même heure, 11h30, pour parler en fait, de la restauration dans le secteur de la santé, mais plutôt, on va l'aborder d'un point de vue aussi hygiène. Et est-ce qu'il n'y a pas, à partir de cette expérience qui est vécue aujourd'hui dans les selfs de l'hospitalier, qui est vécue aussi dans les EHPAD, on peut tirer des leçons par rapport à l'ouverture des cantines scolaires. Donc ça, ce sera jeudi à 11h30. Voilà, je vous remercie tous et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos questions, à nous proposer des sujets, à nous présenter des initiatives et je vous dis à très bientôt. Merci.